Une surmortalité inquiétante apparaît sur l'ensemble de la planète et semble toucher toutes les tranches d'âge. Mort inexpliquée, analyse post-mortem troublante, nous analyserons en détail ce phénomène. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 sera bientôt sifflé. Dans un contexte de boycott grandissant, le Qatar se retrouve dans le viseur du reste du monde pour des manquements graves à l'éthique. Des associations de consommateurs alertent sur les graves irrégularités des diagnostics énergétiques. Entre incohérence et manque de professionnalisme, c'est tout un secteur qui est à revoir. Chaque année en France, près de 2000 familles décident de vivre leur accouchement autrement. Nous allons explorer le monde méconnu des accouchements à domicile. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Je suis Anthony Bluteau. Sommes-nous à l'aube d'un phénomène mondial qui impacterait une partie de l'humanité ? Même si mes paroles peuvent paraître graves, des chiffres de surmortalité apparaissent sur toute la planète. En effet, nous recensons un nombre de morts record avec souvent des raisons inexpliquées en apparence. Prenons le cas de l'Australie pour commencer. Les données avancées par le Bureau australien des statistiques fait froid dans le dos. L'augmentation des décès au cours du trimestre par rapport à l'année passée est en augmentation de 18%. C'est une première historique, puisqu'à ce jour, jamais cette nation n'avait enregistré plus de 40 000 décès sur 4 trimestres consécutifs. Alors, quelle peut en être l'origine ? Le docteur Mike Freelander, président de l'enquête du Sénat sur le Covid long, se dit très préoccupé par les décès supérieurs à la normale. Il insiste sur le fait de comprendre les causes de cette augmentation significative. Karen Cutter, la porte-parole du groupe de travail sur la mortalité liée au Covid, constate cette tendance. Elle pense de son côté que l'explication viendrait d'un vieillissement de la population. Les États-Unis, de leur côté, attestent aussi de cette surmortalité. Le Lincoln National Insurance, société spécialisée dans les assurances, affirme que cette augmentation n'est pas liée au Covid, ni même à la pandémie. L'hypothèse de Mme Cutter semble avoir ses limites, car nous constatons des décès aussi chez les personnes jeunes. La compagnie One America, une compagnie d'assurance vie basée dans l'Indiana, a connu une augmentation de décès d'environ 40% sur l'année 2021, notamment chez les personnes âgées de 18 à 64 ans. Cette compagnie One America vieille de 145 ans n'a jamais connu au cours de son histoire entière des chiffres comme ceux que je viens d'avancer. Le directeur général de la compagnie a déclaré: nous observons le taux de mortalité le plus élevé de l'histoire. L'augmentation croissante des décès représente des chiffres énormes. Ce ne sont pas les personnes âgées qui meurent, mais les 18-64 ans. Et en France, qu'en est-il ? Eh bien, une étude réalisée en septembre 2022 par l'INSEE révèle des chiffres inquiétants. Depuis janvier 2022, dans l'Hexagone, plus de 425 000 décès sont constatés, toutes causes confondues, et ils ont été enregistrés. Et ce nombre ne cesse d'augmenter. La thèse avancée serait due aux vagues de chaleur survenues au cours des mois de juin, juillet et août. Mais là aussi, ces hypothèses sont à mettre en perspective avec des données qui nous viennent tout droit du Royaume-Uni. Pourquoi ? C'est simple. Un grand nombre de décès concernent aussi des jeunes, en parfaite santé en apparence. Le docteur John Campbell, professeur en soins infirmiers au Royaume-Uni, tire de son côté la sonnette d'alarme. Il déclare que des jeunes personnes en très bonne santé décèdent sans aucun antécédent, et lui aussi précise bien qu'ils ne meurent pas du Covid. Il nous confirme que le nombre de décès des jeunes en bonne santé a augmenté en Europe. Il avance une moyenne de 1000 décès de jeunes par semaine au Royaume-Uni. Dans une étude publiée dans le journal The European Journal of Preventive Cardiology, il est noté que 80% des morts subites chez les jeunes surviennent alors qu'ils n'ont pas d'antécédents familiaux de maladies cardiaques. Même constat en Écosse, où le Parlement a annoncé une hausse de la surmortalité des jeunes, écoutez bien, de 11% au cours du dernier semestre 2022. Des études tendent à prouver que la surmortalité a commencé à augmenter vers la fin du mois d'avril. Selon le gouvernement britannique, ces décès sont associés en grande partie à des problèmes de circulation sanguine, à du diabète ou au cancer. Un article du journal Epoch Times a de quoi semer le trouble.
En effet, des embaumeurs chargés de préparer les corps des morts pour les rites funéraires affirment avoir observé des caillots fibreux et caoutchouteux de grande taille à l'intérieur des cadavres. Ils déclarent ne pas savoir encore si ce phénomène de formation de caillots est imputable au Covid-19, au vaccin, aux deux ou à un autre facteur. Richard Hirschman, directeur d'un service funéraire et embaumeur agréé en Alabama, exerce ce métier depuis plus de 20 ans. Son constat est clair. Avant 2020, seuls 5 à 10% des corps avaient des caillots. Aujourd'hui, c'est 50 à 70%. Chose étrange, après analyse, ils ont constaté que ces caillots manquaient d'éléments essentiels présents dans du sang humain de bonne facture, tels que du fer, du potassium et du magnésium. Cette constatation laisse à penser que ces caillots se sont formés à partir d'un élément autre que le sang. À la lueur de toutes ces données, il paraît primordial d'investiguer plus en détail sur les origines précises de ce phénomène qui semble prendre racine sur les 4 coins de la planète. Difficile de ne pas entendre les dernières polémiques engendrées par la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar. Beaucoup critiquent en premier lieu l'aspect écologique avec la mise en place de stades entièrement climatisés et sans toit. Les droits de l'homme ne sont pas en reste puisque Amnesty International accuse le Qatar d'exploiter et de maltraiter des milliers de travailleurs migrants. Une enquête de The Guardian estime à 6500 le nombre de travailleurs étrangers qui seraient morts dans le pays depuis l'attribution au Qatar de la Coupe du Monde. Mais d'un autre côté, beaucoup de personnes trouvent ce contexte insupportable. Et c'est notamment le cas de Vincent Lindon, qui s'est exprimé en ces termes sur le plateau de C'est à vous. Il a déclaré « C'est non seulement une aberration climatique, mais une aberration écologique. Et en plus, il y a un non-respect de l'idéologie des droits de l'homme. C'est incroyable. » Désormais, et pour toutes ces bonnes raisons, presque la moitié des Français envisagent de boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Même si la situation semble être partagée par une frange large du public, pourquoi la situation perdure-t-elle? Peut-être que les milliards de dollars de recettes engendrées par cette Coupe du Monde apportent un début de réponse. Et oui, mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien si je vous dis que chaque Coupe du Monde est un événement économique majeur qui touche une audience extrêmement large à travers toute la planète. Pour bien comprendre, penchons-nous sur les chiffres de 2018. À l'époque, la Coupe du Monde avait cumulé un total de 3,5 milliards de téléspectateurs. Et l'audience moyenne sur chaque match était de 191 millions. D'ailleurs, la présence de la France en finale de la Coupe du Monde de 2018 s'était faite largement ressentir sur les prix des spots publicitaires à la télévision. À ce moment-là, un annonceur devait débourser 280 000 € hors taxes pour diffuser 30 secondes de publicité. Si la France n'avait pas été qualifiée, ce prix serait tombé à seulement 145 000 €. Et si la France se qualifie encore en finale cette année, TF1 a annoncé que 30 secondes de spot de pub vaudraient alors 330 000 €, soit 11 000 € la seconde. Bien entendu, seules les sociétés les plus importantes pourront se payer le luxe de diffuser leurs annonces devant une si large audience. Alors, nous devons nous préparer, encore une fois, à voir défiler sans arrêt les mêmes grandes marques sur nos écrans entre deux bouts de match. Mais alors, quel rapport avec la FIFA et les critères de sélection des pays organisateurs? Écoutez plutôt. Nous pouvons lire sur le propre site de la FIFA qu'environ 95% de ses revenus proviennent de la vente de droits de télévision, de marketing, d'hospitalité et de licences liées à la Coupe du Monde de la FIFA. Observez, sur les 6 milliards de dollars de recettes entre 2015 et 2018, plus de 4 milliards ont été générés sur l'année du déroulement de la Coupe du Monde. Difficile dans ces conditions d'envisager un retrait de l'événement pour les organisateurs. Se rajoute à cela une accusation de corruption portée par le procureur fédéral de Brooklyn en mars 2020. Selon lui, il est certain que plusieurs membres votants du comité exécutif de la FIFA ont été soudoyés pour voter en faveur du Qatar. La France a d'ailleurs ouvert en 2019 une enquête judiciaire pour soupçons de corruption passive, recel et blanchiment. L'élément ayant déclenché l'enquête provient d'un déjeuner organisé par Nicolas Sarkozy à l'Élysée le 23 novembre 2010. Les convives autour de la table étaient Michel Platini, alors président de l'UEFA, le prince héritier du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, et Hamad Ben Jassem Al Thani, alors Premier ministre du Qatar.
La justice s'interroge des possibles liens entre ce déjeuner et le vote de M. Platini en faveur du Qatar. Précisons tout de même qu'à ce jour, aucune sanction n'a été prononcée à leur encontre. Mais, puisque nous en sommes à parler de certitude, en voici une. La FIFA envisage sérieusement la possibilité d'organiser une Coupe du Monde, non plus tous les 4 ans, mais tous les 2 ans. Arsène Wenger, directeur du développement du football à la FIFA, pense qu'il faut nourrir les gens avec des événements importants en permanence, parce qu'ils sont habitués à cela. Du pain, des pubs et des jeux en somme. Vous voyez ces lettres A, B, C, D, E, F, G. C'est le classement des logements en fonction de leur consommation énergétique. Ce précieux indicateur coloré, je parlais du diagnostic de performance énergétique ou DPE, permet en effet de savoir à quel point un logement est gourmand en énergie. Disons tout de suite qu'il a toute son importance, surtout en période de crise énergétique. Il se révèle utile avant de louer ou d'acheter un bien immobilier. Sauf qu'aujourd'hui, une nouvelle enquête de l'UFC Que Choisir révèle que les nouveaux diagnostics de performance énergétique ne sont aussi fiables qu'il n'y paraît et peuvent conduire à de véritables arnaques. La disparité dans les diagnostics énergétiques fait que les propriétaires ne s'y retrouvent plus. Que faire alors face à des professionnels qui émettent un classement différent pour un même logement? Il arrive aussi que les recommandations de travaux soient inappropriées et lourdes de conséquences financières pour les propriétaires. Alors, vers qui s'adresser pour avoir un diagnostic de performance énergétique fiable? Depuis que cette formalité est devenue obligatoire pour vendre ou louer un bien immobilier, certains ont flairé la bonne affaire et se sont posés en diagnostiqueurs énergétiques. Résultat, il peut être bien difficile de tomber sur un véritable professionnel. Déjà en mai dernier, le magazine 60 millions de consommateurs dévoilait des dysfonctionnements à ce sujet et émettait des doutes sur la fiabilité des intervenants en diagnostic énergétique. En effet, une enquête a révélé qu'un même logement peut être évalué de différentes façons en fonction du diagnostiqueur. Le magazine cite l'exemple d'une maison située à Corbeil-Essonnes, à laquelle 3 professionnels ont attribué 3 notes différentes, qui étaient C, D et E. Qui plus est, 2 des 3 diagnostiqueurs s'étaient trompés sur la date de construction du bien et sur sa superficie. La journaliste Fanny Guibert du magazine note que ce type d'erreurs sont légion et peuvent avoir de lourdes conséquences. Elle ajoute « Une erreur sur la superficie, c'est embêtant, puisque le diagnostic est établi à partir des mètres carrés. » Rappelons que depuis juillet 2021, le gouvernement, déjà préoccupé par ces erreurs de diagnostic, avait redéfini les modes de calcul des performances énergétiques. Il jugeait plus fiables les caractéristiques techniques réelles du logement, telles que sa superficie, l'isolation ou le type de fenêtre, plutôt que le montant des factures. Mais visiblement, rien n'a changé. De son côté, l'association de consommateurs crie au scandale d'État et dénonce des notes à géométrie variable, d'autant plus que les diagnostiqueurs sont certifiés par l'État. Concrètement, l'association a comparé 34 diagnostics réalisés sur 7 maisons disséminées sur le territoire. Chacune des maisons a fait l'objet de 4 ou 5 DPE différents. 6 d'entre elles ne se sont pas vues reconnaître la même classe énergétique. Autre aberration, les recommandations prodiguées par les diagnostiqueurs se retrouvent quelquefois tout simplement inappropriées et même hors de toute réalité. Par exemple, un installateur a conseillé la pose d'un chauffe-eau solaire alors que la maison en était déjà équipée. Ou encore, certaines estimations de travaux varient de 3 000 € à 30 000 € pour un même bien. Les propriétaires ont de quoi être inquiets car les conséquences d'un classement erroné s'avéreront encore plus préjudiciables à l'avenir. En effet, à partir du 1er avril 2023, toutes les maisons ou immeubles entiers classés énergétiquement F ou G seront considérés comme des passoires thermiques. Ainsi, chaque propriétaire qui désire vendre devra au préalable réaliser un audit énergétique, plus complet que le DPE. Ainsi, en vertu du projet de loi baptisé Climat et Résilience, ces biens seront tout bonnement interdits à la vente ou à la location. De quoi compresser un peu plus le marché de l'immobilier. Rappelons qu'il y a près de 5 millions de logements de ce type en France et que c'est dans ce cadre qu'intervient la rénovation des habitats grâce à MaPrimeRénov'. Face à de telles disparités, l'UFC Que Choisir invite les propriétaires à faire réaliser plusieurs diagnostics pour en garder le plus favorable. Selon eux, cela leur reviendra toujours moins cher
qu'une mauvaise classe énergétique. Pour faire en sorte que de tels dysfonctionnements n'aient pas lieu, l'association soumet 2 pistes à l'État. La première est de rendre opposables aux diagnostiqueurs les allocations du DPE sur les travaux recommandés. L'UFC Que Choisir demande également une refonte en profondeur du système de certification pour assurer aux consommateurs que le recours à un professionnel certifié est réellement un gage de qualité. Elisabeth Chenet, journaliste spécialisée, propose que les DPE soient suspendus pour laisser le temps à l'État de mieux former les diagnostiqueurs, les architectes et les thermiciens. Ces formations existent déjà, mais exigent pour prérequis que les candidats soient titulaires d'un diplôme dans le gaz, l'électricité, le plomb, l'amiante ou les termites. Finalement, la balle est dans le camp de l'État. À l'approche de l'hiver et compte tenu de la crise énergétique, des améliorations du dispositif de diagnostic énergétique sont encore plus urgentes. Espérons que le gouvernement entende les recommandations des associations de consommateurs. Depuis que le monde est monde, les femmes enfantent l'humanité. En Occident, bien que depuis les années 50, la majorité des naissances se déroulent à l'hôpital, certaines familles ont choisi de vivre cette expérience à la maison. Pour commencer, parlons de chiffres. Selon un document de l'association APAD, en 2018, les accouchements à domicile représentaient environ 2000 naissances par année en France, soit un pourcentage de 0,2. En comparaison, ce taux était de 16% aux Pays-Bas. Comme vous pouvez le constater, l'Hexagone n'est pas le champion en la matière et les tabous, questions et méconnaissances y vont bon train. La question que tout le monde se pose est de savoir si naître à la maison est sans risque. Laissons les chiffres nous répondre. Selon les données de l'APAD, la mortalité maternelle lors d'accouchement à la maison a été nulle. Idem pour les enfants qui sont tous nés vivants et ont eu besoin de 7 fois moins de réanimation néonatale qu'à l'hôpital. Quant aux femmes qui ont donné la vie à domicile, elles ont nécessité 60 fois moins d'épisiotomie que celles étant allées à l'hôpital. Finalement, il semblerait que le principal obstacle lors d'un accouchement à domicile est en cas de complications. Si la mère doit être transportée à l'hôpital, le délai d'intervention sera plus long. Selon la Fédération suisse des sages-femmes, les 3 motifs de transfert les plus fréquents sont un travail qui dure trop longtemps, le souhait de la patiente ou une mauvaise présentation du fœtus. Interviewée par notre journaliste André Costa, Marie-Estelle, une sage-femme qui accompagne les naissances à domicile, nous a exposé son point de vue. Écoutons-la. Pour certaines familles, la maison de naissance, c'est bien, mais c'est pas la totalité de ce qu'ils aimeraient. Ils aimeraient rester dans leur cocon, ils aimeraient encore plus d'intimité, ils n'aimeraient pas cette scission en cours de route, alors que les contractions sont en route, voire se déplacer, se réadapter à un nouveau lieu. Pour eux, ils préfèrent rester dans cette enveloppe intime. Marie-Estelle précise que pour qu'un accouchement puisse se dérouler à domicile, la femme doit être exempte de pathologies liées à la grossesse. Le diabète gestationnel, l'hypertension ou encore la présentation du bébé par le siège peuvent être des facteurs qui incitent la sage-femme à diriger la future maman vers l'hôpital. Cynthia, jeune mère d'un enfant né à domicile, nous a partagé quelques mots à propos de son accouchement. L'un des bénéfices qu'elle en a retiré a été de pouvoir prendre son fils dès son arrivée et de pouvoir s'allonger dans son lit sans l'interruption du corps médical. En s'adressant aux femmes qui hésiteraient à se lancer, elle a ajouté « Avec une bonne préparation et un bon accompagnement, vous arriverez à reprendre votre force et votre capacité d'enfanter. » Malgré les tabous et les méconnaissances sur l'accouchement à domicile, il semblerait qu'avec un peu de bon sens, cette pratique soit sécuritaire et bénéfique. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres. Et restez libres.